Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Alors que Charles III commence à s'acquitter de ses nouvelles fonctions royales, des centaines de milliers de personnes continuaient ce lundi de rendre hommage à Londres à la reine Élisabeth II, décédée jeudi. Une procession et une cérémonie religieuse ont aussi eu lieu à la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg, d'où nous rejoindra Philippe Krauter. Ici aux États-Unis, les Américains ont honoré dimanche la mémoire des près de 3000 personnes tuées lors des attentats du 11 septembre 2001. Le président Joe Biden s'est recueilli au Pentagone et a partagé un message envoyé à l'époque au peuple américain par la reine Élisabeth II. Nous irons également au Sénégal où les députés nouvellement élus de la 14e législature devaient être installés ce lundi. Une journée faite de retard, de conciliabule et de frustration, nous dira Sedina Bagué, notre correspondant sur place. Tout d'abord, direction la Grande-Bretagne où ce lundi matin, Charles III s'est adressé pour la première fois au Parlement britannique en tant que souverain et chef d'État, disant ressentir le poids de l'histoire. Il avait auparavant reçu les condoléances des deux chambres. Les précisions avec Dili Diko. Au cours de sa première adresse au palais de Westminster, siège du Parlement britannique, le roi Charles III a affirmé vouloir suivre l'exemple de sa mère Élisabeth II au début d'une semaine d'adieu à la souveraine. Dans son court discours suivi de l'hymne britannique, le roi de 73 ans a rappelé le dévouement de sa mère. We gather today in remembrance of the remarkable span of the Queen's dedicated service to her nations and peoples. Chers lords et membres de la Chambre des communes, nous nous réunissons aujourd'hui en souvenir de la durée remarquable du service dévoué de la reine à ses nations et à ses peuples. Alors qu'elle était très jeune, Feu Sa Majesté s'est engagée à servir son pays et son peuple et à maintenir les précieux principes de gouvernement constitutionnel qui sont au cœur de notre nation. Elle a tenu ce vœu avec un dévouement inégalé. Elle a donné un exemple de devoir désintéressé que, avec l'aide de Dieu et vos conseils, je suis résolu à suivre fidèlement. With God's help and your counsels, I am resolved faithfully to follow. Il a également dit réaliser la portée de la tâche qui lui incombe et saluer les traditions vitales des législateurs britanniques. As I stand before you today, I cannot help but feel the weight of history which surrounds us. En me tenant devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de ressentir le poids de l'histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires vitales auxquelles les membres des deux chambres se consacrent avec un tel engagement personnel pour le bien de tous. Le Parlement est le cœur battant de notre démocratie. Parliament is the living and breathing instrument of our democracy. Avant de rejoindre la capitale écossaise, le nouveau roi a reçu au Parlement à Londres les condoléances des présidents de la Chambre des Lords et de la Chambre des communes. Plus tard dans la journée, le roi Charles III s'est rendu en Écosse où il était en tête de la procession accompagnant le cercueil de la reine Élisabeth II vers la cathédrale Saint-Gilles. Il était accompagné de sa sœur Anne et de ses frères Andrew et Edward. Et pendant qu'on essaie d'établir la connexion avec Philippe Krauter à Édimbourg, que je vous donne ces autres nouvelles du jour. Le chef de la transition militaire au Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, était ce week-end à Niamey au Niger après le Mali et la Côte d'Ivoire. L'inquiétante situation sécuritaire dans la zone dite des trois frontières était au cœur des échanges entre lui et le président nigérien Mohamed Bazoum. Dans son dernier message à la nation prononcé depuis Doré, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba avait salué une relative accalmie dans plusieurs localités, mais des attaques se multiplient. Et selon des chiffres officiels, plus de 40% du territoire du Burkina Faso
est toujours hors du contrôle de l'État. Les autorités tchadiennes, elles, ont annoncé dimanche la suspension par la justice de la convocation du leader de l'opposition, Succès Masra. Il avait été convoqué vendredi par le procureur de la République de N'Djamena après que plus de 200 de ses partisans ont été arrêtés. Le procureur de la République a annoncé qu'il suspendait jusqu'à nouvel ordre sa convocation, selon le porte-parole du gouvernement du Conseil militaire de transition. Cette annonce intervient au moment où la communauté internationale s'émeut du sort des partisans de Succès Masra, président des transformateurs. Dans un communiqué commun, l'Union européenne, l'Union africaine et plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, ont exprimé leur préoccupation après les événements survenus autour du siège des transformateurs. C'était vendredi dernier. Un retard de près de 4 heures, des conciliabules et consultations à n'en plus finir et des échauffourées. L'installation de la 14e législature au Sénégal est très mouvementée si les candidatures des opposants Barthélémy Diaz, Ahmed Aïdara et Mamadou Lamine Thiam sont confirmées. La surprise est venue de la coalition au pouvoir qui a présenté un candidat inattendu pour la présidence de l'Assemblée nationale. C'est un reportage de notre correspondant Sedina Abagué. Les images sont de Serigne Saliou Démé. Annoncé pour 10 heures, l'installation de la 14e législature a connu un retard de plus de 4 heures. Les travaux présidés par la doyenne d'âge Aïda Sow Diawara ont permis de connaître les candidats pour la présidence de l'Assemblée nationale du Sénégal. Il y a Barthélémy Diaz, actuel maire de Dakar, Mamadou Lamine Thiam du Parti démocratique sénégalais et de la coalition Wallu Sénégal et Ahmed Aïdara, maire de la ville de Guédiawaye. La surprise est venue du camp de la majorité présidentielle. Tout le monde s'attendait à voir Aminata Touré, dite Mimi, ancienne première ministre et tête de liste de cette coalition durant ces législatives, être proposé, mais c'est finalement Dr Amadou Mame Diop, un inconnu du grand public, qui est finalement choisi par le président de la République Macky Sall, qui est par ailleurs président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ceci est une surprise pour tout le monde, une surprise aussi pour les membres de cette coalition. Je pensais que c'était légitime et logique que la présidente Aminata Touré soit à la tête de cette Assemblée nationale de la 14e législature. Mais ça a été une surprise, comme on l'a vu nous tous aujourd'hui. Mais je pense qu'il y aura une rectification par rapport à ça. L'annonce des candidatures devait être un boulevard pour que les travaux se déroulent dans la sérénité, mais ça a été plutôt le contraire, puisqu'il y a eu des débats autour du mode de vote et surtout des débats autour de la présence de certains ministres, car pour l'opposition, ils ne devaient pas être dans l'hémicycle à cause du règlement intérieur qui interdit le cumul de fonctions. Il y a eu des débats autour de ces dispositions et le moins qu'on puisse dire, c'est que certains pensent que les politiciens ne maîtrisent véritablement pas les arcanes du pouvoir législatif qu'ils doivent incarner. L'Assemblée, ce n'est pas seulement de la contestation. Il faut avoir une culture institutionnelle. Essayer de comprendre les textes, essayer de les lire. Moi, je ne suis pas parlementaire, mais ce sur quoi il semble buter me paraît terre à terre. C'est donc au milieu du chaos, de la cacophonie et des conciliabules que la doyenne d'âge Aïda Sow Diawara, qui est la présidente de séance en attendant l'élection du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, a ordonné une suspension d'audience d'1 heure pour permettre au président de groupe parlementaire de se concerter et lever certains équivoques qui empêchent jusqu'à présent l'élection du président de la 14e législature de l'Assemblée nationale du Sénégal. Une rentrée difficile donc. Pendant ce temps, la communauté internationale a appelé ce lundi à saisir l'opportunité de paix en Éthiopie au lendemain de l'annonce des rebelles du Tigré qui ont dit accepter des négociations sous l'égide de l'Union africaine. Le Front de libération du peuple du Tigré a annoncé dans un communiqué hier soir être prêt à respecter une cessation des hostilités immédiates afin de créer une atmosphère propice.
L'Union africaine s'est félicitée de cette annonce qu'elle qualifie d'opportunité unique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, ont également appelé les deux parties à saisir cette opportunité. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a lui appelé les dirigeants du pays à mettre l'Éthiopie sur une voie qui permette une paix durable. Les États-Unis ont honoré dimanche la mémoire des près de 3000 personnes tuées lors des pires attentats jamais connus le 11 septembre 2001. À Washington, le président Joe Biden s'est recueilli au Pentagone. Il a partagé un message envoyé au peuple américain le 11 septembre 2001 par la reine Élisabeth II, décédée, vous le savez, jeudi. Le chagrin est le prix à payer pour l'amour, avait écrit la souveraine. À New York, la foule réunie près de l'impressionnant musée mémorial de Manhattan s'est tue à plusieurs reprises pour des minutes de silence. Marcus Harton fait le point dans ce reportage relaté par Yacouba Ouedraogo. Le président Joe Biden a déposé une gerbe de fleurs dimanche au Pentagone, non loin de Washington. 184 personnes y ont été tuées lorsqu'un avion détourné a percuté le bâtiment. Biden reconnaît le chagrin éprouvé par les familles des personnes disparues et s'est engagé à maintenir la vigilance des États-Unis contre de futures attaques. Aucun terroriste ne pourrait toucher à la source de la puissance américaine. Et il nous incombe de la garder en sécurité au nom de tous ceux que nous avons perdus il y a 21 ans, au nom de tous ceux qui donnent leur âme entière à la cause de cette nation chaque jour. C'est un travail pour nous tous. À New York, la vice-présidente Kamala Harris et son époux, le deuxième gentleman Doug Emhoff, ont assisté à une cérémonie sur une place commémorative où se dressaient autrefois les tours jumelles du World Trade Center. Jaime Concepcion, Albert Condé. Les familles ont lu à haute voix les noms des victimes, s'arrêtant pour des moments de silence à l'heure où les avions de ligne ont frappé les deux tours, faisant près de 3000 morts. Le mari de Diane Massarouli, Michael, travaillait au 101e étage de la tour nord. C'était la meilleure personne de tous les temps, le meilleur père, le meilleur mari, un rude travailleur. Il adorait jouer au bowling, juste une personne géniale. C'est pour ça que j'y vais chaque année et je montre sa photo même à des gens qui ne l'ont jamais vu. Juste le connaître et se souvenir de son visage parce que c'était une vie qui valait quelque chose. My cousin, Louis Joseph Naki II. Au mémorial national du vol 93 à Shanksville, en Pennsylvanie, la première dame, Jill Biden, a pris la parole. Elle a parlé des passagers de la compagnie aérienne qui ont fait tomber leur avion détourné, déjouant ainsi une attaque prévue contre Washington. Ainsi, nous nous tenons sur cette terre sacrée et cicatrisée. C'est un souvenir de notre chagrin collectif et un monument aux souvenirs qui vivent en nous chaque jour. C'est l'héritage que nous devons transmettre, un espoir qui défie la haine, l'amour qui défie la perte et les liens qui nous unissent à travers tout cela. D'autres communautés à travers le pays ont organisé des commémorations, notamment des veillées aux chandelles, des services œcuméniques et d'autres façons de marquer cette date du 11 septembre. Et puis, l'armée ukrainienne a annoncé ce lundi de nouveaux succès dans sa contre-offensive sur le front Est, mais aussi une progression dans le sud face à la Russie. L'électricité qui était coupée dimanche dans certaines régions du pays a été en partie rétablie. Dans la zone orientale, la libération des localités se poursuit dans les régions de Kharkiv et de Donetsk, a proclamé l'armée ukrainienne qui revendique aussi
la reconquête des 500 km² des territoires en 2 semaines dans le sud. L'un des principaux dirigeants des séparatistes pro-russes, Denis Pouchiline, a reconnu une situation difficile face à la montée offensive ukrainienne, tout en assurant que les forces russes tiennent bon. De leur côté, les Russes ont affirmé avoir bombardé des zones récupérées par l'Ukraine non loin de Kharkiv. Et l'offensive russe va continuer jusqu'à ce que les objectifs soient atteints, a martelé le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. Et puis l'actualité qui évolue également en Grande-Bretagne. Philippe Crowther est au four et au moulin. Nous le retrouvons finalement à Édimbourg. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Quelle est la situation qui prévaut en ce moment où vous vous trouvez ? Alors vous voyez derrière moi les grilles du palais de Holyrood House. C'est en fait la résidence officielle de la famille royale britannique ici en Écosse. C'est ici où est resté la nuit dernière le cercueil de la reine Elisabeth et c'est d'ici où ce cercueil aussi est parti plus tôt aujourd'hui pour faire ce chemin sur la Royal Mile, la Mile royale à Édimbourg, pour aller d'ici vers la cathédrale de Saint-Gilles où se trouve en ce moment la dépouille et où une veillée est en cours. Les gens d'Édimbourg et d'Écosse ont maintenant la possibilité d'aller voir ce cercueil. C'est une chapelle ardente, c'est la possibilité pour ces gens de dire au revoir pour une dernière fois à leur reine. Ici à Édimbourg aussi, aujourd'hui, c'était probablement la première opportunité pour ces milliers de personnes qui se trouvaient dans le centre-ville d'Édimbourg sur cette Royal Mile pour pouvoir saluer et voir pour la première fois leur nouveau roi Charles III qui est arrivé ici à Édimbourg il y a quelques heures et qui vient de repartir aussi pour aller à Londres. C'est aussi là où il va retrouver le cercueil de sa mère demain. Alors, est-ce qu'on sait, Philippe, combien de temps le cercueil fera à Édimbourg ? Alors, c'est une chapelle ardente de 24 heures au total. En ce moment, ici à Édimbourg, on voit des gens attendre pendant des heures, des files d'attente énormes dans ce centre-ville pour aller passer par la cathédrale de Saint-Gilles pour voir la dépouille très vite, mais pouvoir la voir et pouvoir dire au revoir à leur reine, la reine qui était bien sûr la reine du Royaume-Uni pendant 70 ans. Après cela, la dépouille va être emmenée par avion vers Londres et c'est là où va se poursuivre le programme, un programme qui allait avoir lieu normalement presque la totalité à Londres, mais c'est à cause de la mort de la reine à Balmoral, c'est dans les Highlands d'Écosse, il y a donc quelques jours. C'est pour cette raison qu'il y a eu ce programme assez vaste ici en Écosse. Alors, très rapidement, si vous le pouvez, Philippe, quels sont les souvenirs que les gens gardent de la reine là-bas ?
Alors c'est pour la plupart des gens, pour la plupart du peuple britannique, c'est bien sûr la seule reine qu'ils ont connue pendant ces 70 ans de son règne ici au Royaume-Uni. C'était une présence constante. Pour eux, c'était une femme qui, pour les Britanniques, avait un vrai sens du devoir envers ce peuple. C'est pour cette raison en partie qu'elle est tellement aimée. Elle est très aimée aussi en Écosse et c'est un amour réciproque. Elle a passé beaucoup de temps ici en Écosse. Elle aimait beaucoup ce pays et c'est pour cette raison, bien sûr, qu'il y a eu autant de temps d'événements ici pendant les derniers jours. Le souvenir, bien sûr, il est 100% positif. Et si on demande aux gens ce qu'ils veulent du roi Charles III, c'est plus qu'autre chose qu'il soit plus ou moins comme l'était sa mère. Voilà, on peut en dire plus encore. Merci Philippe Crotto. On vous retrouvera certainement dans nos prochaines éditions. Bonsoir. Et on s'en va au Zimbabwe où on pleure certainement aussi la reine, mais c'est pour parler d'un nouveau complexe commercial qui est en cours de construction dans le pays pour soutenir les investissements étrangers. Le projet couvrira 2,5 millions de mètres carrés et devrait inclure des maisons, des bureaux et un gratte-ciel. Gabi Dorsil nous fait découvrir ce qui sera la première Smart City du Zimbabwe. Ce ne sont pas les plans du dernier développement immobilier de Dubaï, mais d'une ville futuriste à 26 km au nord-ouest de Harare, la capitale du Zimbabwe. Ses concepteurs l'ont baptisé Zimbabwe Cyber City. Cette Cyber City doit être une caractéristique clé qui apportera une valeur ajoutée à notre nouvelle ville ici. Le développement autour de l'année pour la ville intelligente sur 15 500 acres sera la ville la plus intelligente de notre région. Lancé en juillet dernier, ce projet, que les critiques qualifient de mirobolant, prévoit des villas somptueuses, des maisons de ville luxueuses, des bureaux high-tech, des jardins paysagers et une tour commerciale de 15 étages. Malgré l'un des taux de chômage et d'inflation les plus élevés au monde, une crise monétaire débilitante et une baisse des investissements directs étrangers, le projet va de l'avant. Nous avons essayé d'apporter le niveau de vie de Dubaï à ce développement particulier. Le projet aura des villas haut de gamme, nous les appelons Zim Hills, entourant les plans d'eau. Nous aurons une très haute tour avec le centre commercial. En tout, le projet devrait coûter un demi-milliard de dollars, mais les planificateurs y voient un grand potentiel. The investment by the UAE investor in the Smart City project is quite instrumental from an economic development point. L'apport des investisseurs des Émirats arabes unis dans le projet Smart City est tout à fait déterminant du point de vue du développement économique, bien sûr. Nous nous attendons à ce que les entreprises locales bénéficient de cette création d'emplois et du développement d'une infrastructure de base. We think that those kind of investments would actually catapult us. Pour rappel, la cyberville comptera 250 maisons de ville, plus de 80 villas de luxe, un certain nombre d'immeubles d'appartements, des bureaux de haute technologie, une tour commerciale de 15 étages, le tout dans une communauté autonome. D'autres bureaux gouvernementaux seront également construits à Mount Hamden pour faire du New Harare prévu le siège du pouvoir, selon les responsables gouvernementaux. Pressez-vous de réserver votre villa à Cyberville. En attendant, les mangues d'Ismaïlia en Égypte, connues pour être cultivées en grand nombre, ont souffert ces dernières années de moisissures noires en raison de l'augmentation des vagues de chaleur, laissant les agriculteurs se débrouiller seuls pour limiter l'effet du changement climatique sur leur culture. Dans cette ville située sur un canal, les agriculteurs tentent de préserver leur culture de mangue de l'impact du changement climatique et de la fumagine saisonnière. Le récit est signé Nanit Talani. L'Égypte est connue pour ses dizaines de milliers d'hectares de manguiers, en particulier à Ismaïlia. Le pays a souffert ces dernières années d'une chaleur torride dans la foulée de la hausse des températures dans le monde. Après avoir perdu 70% de leur récolte de mangue l'an dernier,
Les agriculteurs d'Ismaïlia apprennent à s'adapter pour pouvoir améliorer leur production. Cette année, c'est différent des autres années. Nous sortons d'une saison dégradée où les conditions météo n'étaient pas adaptées. Mais cette année, du sud vers le nord et à Ismaïla, la plupart des fermes ont une très bonne production. Certes, la production de mangue soukari à Ismaïla n'est pas excellente cette année, mais elle est très bonne en comparaison avec d'autres années. Ces agriculteurs ont eu recours aux techniques de ventilation, des serres, des tailles et des engrais appropriés. Grâce à cela, la production de cette année est presque revenue à la normale, soutiennent-ils. Il y a plusieurs années, le climat était idéal pour la culture des mangues en Égypte. Maintenant, le climat change, c'est inhabituel. Par exemple, on peut passer brusquement de la saison hivernale à la saison estivale et vice-versa. Cette situation extrême affecte gravement les cultures de mangue. Nous avons commencé à utiliser une meilleure ventilation, des engrais et des pesticides en quantité exacte au bon moment. Sinon, nous n'avons aucun contrôle sur le climat. Les agriculteurs ont également introduit des variétés de mangue qui supportent mieux la chaleur. Nous avons commencé à cultiver des mangues qui ne sont pas d'origine locale pour mieux faire face au climat, comme la cramoisie, la naomi et la yasmina. Ces types correspondent au climat actuel et supportent les températures élevées, de même que le froid. Nous cultivons également des types locaux de mangues, comme la soukari et la zebda, afin que leurs grands arbres protègent d'autres plantes du vent et de la poussière. Le recours aux variétés étrangères offre plusieurs avantages, à en croire les planteurs. En ce qui concerne l'atténuation du changement climatique pour les variétés d'origine étrangère, les arbres ne sont pas si hauts. Nous fabriquons donc des serres pour protéger les arbres des températures élevées et du froid. Cela réduit également la quantité de pesticides que nous utilisons de sorte que les fruits répondent aux spécifications requises à l'exportation. En ce qui concerne les variétés locales, les arbres sont hauts, donc nous créons des couloirs par l'égalage pour laisser passer le soleil et l'air. Les mangues constituent l'une des attractions de l'été en Égypte. Les variétés aux couleurs du coucher du soleil sont habituellement abondantes dans les étals de fruits, les magasins de jus et dans les rues de la capitale, le Caire. Des mangues qui font beaucoup de plaisir certainement aux sportifs. En tout cas, débuté le 29 août à New York, l'US Open 2022 a pris fin hier dimanche. La 138e édition de ce grand tournoi de tennis a été marquée par la dernière danse de Queen Serena Williams qui a pris sa retraite des compétitions. Proche d'un sacre, l'Afrique est passée à côté. La numéro 1 mondiale Iga Swiatek a battu la Tunisienne Ons Jabeur en finale dames. Chez les hommes, un champion est né. Il s'agit de l'Espagnol Carlos Alcaraz. On fait le point de tout cela avec Yacouba Ouedraogo. L'Afrique devra encore attendre. Comme à Wimbledon où elle a perdu en finale, Ons Jabeur est passé à côté de son premier sacre en Grand Chelem. En finale à New York samedi, la Tunisienne a été battue par la numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, déjà double lauréate sur la terre battue de Roland Garros. Ons Jabeur demeure la première joueuse africaine dans l'ère Open depuis 1968 à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem après Wimbledon en juillet et New York ce mois de septembre. C'est aussi là que tout a pris fin pour Serena Williams. L'Américaine n'a pas remporté de trophée lors de ce US Open, mais y a marqué les esprits. Sortie au troisième tour du tournoi new-yorkais, Serena Williams a fait ses adieux au monde du tennis. Les 3 matchs disputés par Queen Serena se sont transformés en cérémonie d'hommage pour celle qui détient 23 titres du Grand Chelem. Chez les hommes, c'est l'avènement de Carlos Ier. Carlos Alcaraz s'est imposé, remportant l'US Open, son premier tournoi du Grand Chelem aux dépens du Norvégien Casper Ruud. 4e mondial en arrivant à Flushing Meadows, à 19 ans, l'Espagnol devient le plus jeune numéro 1 mondial ce lundi. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à toutes. Demain est un autre jour. Bonsoir.